trop mince pour le t-shirt. Mais juste... C'était Très beau t-shirt. La deuxième DBF de l'année. Et ce soir, nous avons un invité qui est un multi-entrepreneur. Et vous allez voir que ça n'est pas par hasard, parce que la première fois, je ne savais pas que j'allais rencontrer Philippe Courtauld dans la vallée. Et la première fois où je l'ai vu, c'était au centre commercial américain, à Neuilly. L'ambassade américaine faisait l'effort pour aider les produits américains à s'installer en France. Et il y avait, je me souviens d'avoir vu une affiche, Philippe Courtauld arrive avec mode comble. Allez, viens te montrer un peu la fille. Voilà notre ami Philippe. Alors Philippe, tu as commencé, où est-ce que tu es né? à Dax dans les Landes. Dax dans les Landes. Le lendemain de la Libération. Le lendemain de la Libération. Donc, tu es jeune depuis 1944. Donc tu es encore plus jeune que moi. Ah oui, donc ça se voit. Vous avez vu la réplique on a 5 mois de différence. T'es plus beau, je dois le dire. T'es plus beau. Et encore plus modeste. Donc, alors Philippe, qu'est-ce que faisaient tes parents? Eh bien, mon père, ma mère était professeure d'espagnol. En fait, elle était née en Espagne, à Bilbao, de ma grand-mère, qui était la 13e fille d'une famille de 13 filles, et qui avait eu l'éducation gratuite jusqu'à 12 ans et demi, qu'ensuite les bonnes sœurs, l'ayant considérée comme plus intelligente, lui ont donné l'éducation gratuite jusqu'à 16 ans et demi, ensuite l'ont emmenée en pèlerinage à Saint-Claude de Compostelle. Et dans le voyage, elle s'est trouvée en fait engrossée par un prince basque espagnol et les bonnes sœurs l'ont laissée en Espagne avec ma mère accoucher. Donc voilà l'histoire. Ça commence bien. Du côté de ma mère, du côté de mon père était de Besançon. Son père était adjudant de cavalerie après avoir été paysan. Et donc il était devenu en fait avocat à travers lui-même, en séduction lui-même. Très bien. Donc tu as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, oui. Combien? J'ai une sœur qui est un an plus que moi et j'ai 2 frères. La famille, quand même. Ils sont tous à Paris encore. Tous à Paris. Donc toi, tu es le seul émigré de la famille. Voilà. Dans tes études? La fac des sciences, ça me manque. C'était agréable. Et Surtout j'ai fait P68, voilà, c'était un pied. Oui, je me souviens. Je suis rentré chez Hewlett Packard juste après. Donc, je suis fermier. Tu veux donner des détails? Non. On passe là-dessus. Oh, remarque, à l'époque, c'était pas mal, c'est un peu véhicule, mais c'est autre chose. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé dans l'informatique? Eh ben, c'est très simple, parce qu'en fait, j'ai fait la fac des sciences. Je me suis retrouvé à l'époque où l'économie française n'était pas à son plus haut. Trouver du travail, c'était très très difficile. Et puis j'ai postulé en fait parce que je me suis dit, bon, après tout, quels sont les métiers d'avenir. Donc j'ai sonné à la porte. Je me rendais compte que bien sûr, ayant fait de la physique, les ordinateurs c'était important. Donc j'ai sonné à la porte d'IBM, j'ai sonné à la porte de Philips, de toutes ces grosses boîtes, et puis ils m'ont gentiment remercié en disant que bon, j'étais un garçon très intéressant, mais que vraiment j'étais pas leur profil. Alors j'ai fait chier en fait d'IBM jusqu'à ce qu'ils finalement ils m'expliquent pourquoi ils ne voulaient pas de moi. Alors finalement ils m'ont convoqué, parce que bien sûr on me convoque, bien évidemment à cette époque-là. Ils m'ont convoqué pour m'expliquer très confidentiellement qu'ils faisaient une exception pour me dire la raison pour laquelle ils ne voulaient pas de moi. Et la raison pour laquelle ils ne voulaient pas de moi, c'est qu'en fait, j'avais fait à l'époque, on faisait tous ces profils psychologiques, etc. Et que les mecs, ils avaient raison d'ailleurs, parfaitement raison, m'avaient dit, vous savez, vous avez un caractère un petit peu trop indépendant et vous ne feriez pas tout à fait, vous ne sentirez pas chez vous, chez IBM, où on a besoin de personnes qui se font plus au moule. Alors ça se dit, bon, très bien. Et puis par hasard, j'ai découvert des contacts d'une petite boîte américaine, Broadcom dont il parlait, qui voulait en fait démarrer en France, en Europe,
Et heureusement, grâce au maréchal de Gaulle, que vous avez peut-être entendu parler, qui avait lancé cette idée brillante du plan calcul pour protéger et investir dans l'industrie informatique française avec la CISI, je ne me souviens même plus les nuls et tous les machins choses, qui ne voulaient pas moi non plus d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc ces mecs-là, l'américain, ils voulaient monter la boîte, et puis ils m'ont trouvé, je parlais à peine l'anglais, et puis finalement, on a décidé, alors je les ai eus par des amis, ils m'ont donné 5 000 $ en cash à l'aéroport pour que je baptise sous mon nom Modular Computer System France. J'étais le gérant, le machin, j'étais tout seul avec une secrétaire en fait à mi-temps. Et puis je suis parti essayer de vendre des ordinateurs Modular Computer Systems, comme ça, sans salaire, sans rien du tout. J'avais pas d'autre solution. Et puis au bout de 9 mois, j'ai réussi à avoir le centre d'études. Et là, j'ai appris les plus belles leçons dans ma vie, c'est que c'est pas la peine d'essayer de convaincre des techniciens, ils sont plus compétents que vous. Donc moi, j'avais un petit ordinateur que j'avais réussi en fait à négocier, que je leur amenais, je leur dis écoutez, essayez, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas, mais vous êtes les chefs, alors allez-y. Puis le centre des hautes études d'Acclamar, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Philippe, c'est remarquable ce que vous avez 15 registres. Je dis ah bon, expliquez-moi. Donc j'ai comme ça appris ce que 15 registres General Purpose Register voulait dire, etc. Et j'ai eu mon premier bon de commande. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, les Américains d'abord ne m'ont pas cru. Mais bon, vous savez, ils veulent voir l'argent, etc. Mais je leur ai montré les bons de commande, tous les machins, etc., avec tous les tampons qu'il fallait. Alors, le mec était impressionné. Et puis, ils m'ont donné plus d'argent que ma commission. Et c'est là où j'ai pris la décision. Ce jour-là, j'ai dit, moi, c'est fini la France. Je pars aux États-Unis parce que c'est un pays qui, au moins, reconnaît le mérite. Vous n'avez pas besoin d'être polytechnicien ou autre pour faire une carrière, etc. Il suffit que vous vouliez travailler. Voilà la raison pour laquelle... C'est en quelle année, ça? Voilà, je ne compte plus. Moi, mon âge, maintenant, c'est 72, 73, par là. C'était au début, c'est juste à l'époque où tu étais le patron de date générale en France. Alors, soit un an avant, soit... Non, c'est 72, c'est ça. Donc tu es arrivé où aux États-Unis? Eh ben, je suis arrivé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait d'ailleurs mon petit parcours de la France, où on avait monté la boîte qui marchait bien. Puis donc je suis devenu en Angleterre, j'ai le plaisir de vivre 2 ans et demi en Angleterre, en faisant de commuting chaque week-end pour revenir à Saint-Mandé-la-Bretagne, je vous habitais. Et donc je suis resté 2 ans et demi en Angleterre, je suis arrivé en 80 aux États-Unis, à Fort Lauderdale, parce que c'est là où la boîte a été créée. Donc je suis venu, et puis j'ai démarré à l'international, je suis devenu le VP de marketing. Et puis après, j'ai eu ma carte verte. Et puis après, bon, les mini-computers, ça commençait à être fatigué. Donc c'est un marché qui commençait déjà à descendre très rapidement. Et donc là, je suis rentré à la Thomson CGR, qui est une toute autre histoire. Oui, ça c'est... Voilà, je suis devenu le président de la Thomson CGR en 85, quelque chose comme ça, 85, à Columbia, Maryland, le président de la filiale américaine. Thomson CGR, c'est les activités médicales de la Thomson qui avait le nom, le très joli nom, vous savez que les Américains aiment bien mettre des définitions derrière les acronymes. Thomson CGR, Cannot Get Repaired. Société qui avait perdu de l'argent pendant 45 ans sous le spectre de 3 syndicats, la FLCIO. Vous n'entendez rien? Oui, il parle plus fort. Ah, oui. Il faut le micro. Le micro. Voilà, on va te donner le micro, Philippe. C'est mon accent, non? Voilà, merci. Donc la FLCIO, etc. et autres, donc, qui était une boîte qui avait perdu de l'argent pendant 45 ans, qui en fait était une ancienne usine qui fabriquait les torpedos pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été récupérée par pour faire des équipements médicaux, donc de la radiographie, etc., de la scénographie. Donc ça bon, c'était un intermède formateur, disons. Très formateur. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans, je crois, comme ça. C'était très intéressant parce que je vous raconte la petite histoire, c'est quand même assez, c'est marrant de faire ça là. Donc j'arrivais dans ce métier que je ne connaissais pas, et puis je regarde un petit peu toute cette technologie, la résonance magnétique nucléaire, les scanners, les machins, tout ça, et puis je vois
puis je me rends compte que d'un côté, il y avait beaucoup de presse en ce qui concerne l'utilisation de la mammographie. L'American Cancer Society avait fait la promotion maintenant de la mammographie, alors qu'il avait interdit avant, parce qu'en fait la technologie avait changé et la sensibilité donc, des films était devenue beaucoup plus grande, donc la dose de radiation était nettement moins grande. Alors déjà, je voyais nos distributeurs, etc., ils étaient tous intéressés par ce marché. Alors, je vais voir les grands ponts de la Thomson CGA, qui étaient tous, bien sûr, de Polytechnique, bien évidemment. Et puis, je commence à leur dire, ben voilà, écoutez, il y a cette mammographie là, qui m'a l'air de bien démarrer. Alors, réponse, oui, monsieur Courteau, on ne vous a pas demandé de faire la stratégie ici. Votre rôle, c'est de vendre la résonance magnétique nucléaire, etc., et le scanner. Je dis, bah, oui, je sais bien, je ne connais pas encore beaucoup. Il voulait quelqu'un d'ailleurs qui soit français, qui connaisse le marché américain et qui ait de la technologie. C'est pour ça qu'ils avaient en fait deux candidats à travers l'autre. C'était Elgon Zander, je ne me souviens plus, ils avaient trouvé deux mecs, le vieux qui était cher et le jeune qui était nettement moins cher. Donc ils ont pris le moins cher parce que je ne pouvais pas avoir un salaire plus grand que le président, bien évidemment, de la Thomson. Donc ils ont pris le moins cher. C'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Et puis, donc, je me suis rendu compte très vite, en demandant en fait aux clients, que notre résonance magnétique nucléaire qui était faite à Buc, eh ben, ça n'avait rien à voir avec ce que les Américains avaient besoin. Et alors, j'ai essayé de leur expliquer, monsieur, etc. Donc, finalement, j'ai réussi à tourner tout autour d'eux, en faisant en fait un truc très intéressant, où je suis arrivé avec la production, qui était monsieur Redondo, qui est d'ailleurs décédé maintenant, qui était un polytechnicien en fait également. J'ai dit, écoute, Redondo, il faut lancer la fabrication. Il dit, écoutez, Philippe, moi, si tu peux des commandes fermes, je te lance la fabrication. C'était la fabrication des tubes qui prenait quand même pas mal de temps et qui avait en fait une bonne qualité. Si toute l'électronique était de la Première Guerre mondiale, la focale du tube était extrêmement pointue, donc donnait une très grande qualité d'image. Et donc finalement, je vais voir tous nos distributeurs, j'ai dit, moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, écoutez, voilà, si vous me passez des commandes fermes maintenant, je vous garantis les prix et je vous donne la priorité sur la livraison. Sinon, j'augmente les prix de 50% parce que je ne peux pas livrer. Alors j'ai ramené plein de commandes fermes et le Redondo, Dieu et son âme, lance la production. Donc on s'est retrouvé avec les produits, une très bonne qualité d'image, et puis donc, alors que tous nos concurrents qui étaient Siemens, Philips, General Electric, etc., eux, ben, ils étaient encore dans la vieille mentalité, donc ils continuaient avec leur ronron. Et puis l'autre chose que j'avais faite, c'est que j'étais allé voir celui qui avait fait la campagne, vous êtes trop jeune pour vous rendre compte, mais qui avait fait la campagne d'IBM avec le PC, qui était la campagne de Charlie Chaplin. J'étais allé voir ce mec qui s'appelait, tenez-vous bien, Albert Einstein, et je lui ai dit, ben voilà, il y a une énorme opportunité pour faire de la publicité, pour mettre la mammographie beaucoup plus sensible, etc. etc. J'étais allé voir Betty Ford, etc. Je passe sur tous les détails. Et le mec, bon, ben, puis il dit, ben oui, quel est votre budget? Ben, j'ai dit, j'ai pas l'argent. Alors, c'est un petit peu à Madison Avenue, ça choque un peu. Et puis, mais finalement, il m'a rappelé, puis il m'a dit, bah, écoute, Philippe, je vais prendre l'affaire. On a fait toute une campagne avec des stars, etc., de publicité, en disant à Saint-Jean pour faire, en fait, si vous voulez, la promotion des bénéfices de la mammographie, Save des Lives. Et ça, c'était une promotion qu'on avait fait un petit peu j'ai pris une annonce dans le Times qui nous coûtait 35 000 $ à l'époque, etc. Et ensuite, on avait fait tout ça, on l'avait repris dans la presse des Toubib. Et puis j'avais un launch de tout ça au RSA. Non, c'est pas le RSA, c'est proche, c'est un nom comme ça, les radiologies, je ne sais plus pourquoi. C'est RCA. RCA, voilà, absolument. Et donc, il y avait tous les radiologues du monde qui venaient, etc. Donc, on a lancé tout le truc. On a eu immédiatement, donc j'avais les produits disponibles, j'avais le fait que, bien évidemment, maintenant tout le monde était au courant. Et j'étais allé aussi acheter tous les luminaries, etc., en leur donnant des machines, parce que, et ce que j'ai découvert, que toute cette industrie de la radiologie, c'était essentiellement pour vous pomper le fric. Ça, c'est très bien. C'est toujours le cas. Je pense, oui, mais je ne suis plus là-dedans, donc je ne sais pas comment ça a évolué. Et donc, en fait, en 2 ans, on est passé de 2% à 40% de part de marché. On a